Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très contente d'être parmi vous. Moi je suis enseignante-chercheuse à l'université Paul Sabatier à Toulouse 3. Et j'enseigne l'écologie évolutive, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'adaptation des animaux à leur environnement. Et je fais partie d'un laboratoire dans lequel on est plusieurs chercheurs. On travaille sur une diversité d'organismes. Moi je travaille plus particulièrement sur les poissons. Mais aujourd'hui je vais vous présenter différentes facettes de la coloration des animaux et de différents groupes animaux. Je suis également membre junior de l'Institut universitaire de France qui me permet de faire des événements de vulgarisation aussi. Donc je vais vous présenter un petit peu différents aspects de ces colorations, comment elles ont évolué, quelles sont leurs fonctions biologiques. Et surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment et je répondrai à vos questions, il n'y a pas de souci. Donc la coloration des animaux, on peut la trouver dans différents groupes, dans de très nombreux groupes, et la diversité de coloration, elle est apparue indépendamment dans différentes familles animales. Donc on trouve cette coloration à la fois au niveau de la peau, de la plume, des poils et des écailles de ces différents animaux. Je vous ai mis là quelques exemples d'animaux assez colorés. Donc chez les oiseaux, ça a été très étudié historiquement. On a là un petit coq de roche de Guyane qui a une coloration orange très très vive. On a des colorations très vives aussi chez les papillons, ça a été très étudié également. Vous avez ici un morpho qui est un papillon également de Guyane, très coloré avec cette coloration métallique. Et on a également des mollusques de mer comme ce petit mouton de mer. C'est une limace de mer en fait qui est très colorée. Et également chez les poissons, on trouve une très grande diversité de coloration. Alors je vous ai mis celui-là, c'est la girelle pan, parce qu'on peut la voir en Méditerranée. Si vous allez vers Banyuls, on peut les voir facilement. Et le mâle est très très coloré et change de couleur au cours de la vie. Donc la grande question, c'est pourquoi tous ces animaux sont colorés. Et quand même, avant de passer à ça, je voulais vous présenter la championne de la coloration. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal. C'est la skie multicolore, qui, comme son nom l'indique, est un des animaux les plus colorés sur Terre. Alors en fait, déjà, on voit qu'elle est assez colorée sur cette photo, mais en réalité, il y a de nombreuses couleurs qu'on ne peut pas voir. Cette skie multicolore, en fait, elle a 12 photopigments dans ses yeux, ce qui lui permet de voir une plus grande diversité de coloration que nous. Nous, on a seulement 3 photopigments. Et donc, elle va détecter à la fois les UV, les ultraviolets, et aussi les infrarouges. Donc, en fait, elle voit une multitude de couleurs que nous sommes incapables de voir. Elle détecte aussi la lumière polarisée, donc ce qui lui permet de voir même des phénomènes cellulaires qui sont invisibles à nos yeux. Et donc c'est un animal très très étudié, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cet animal, et très étudié notamment pour le biomimétisme ou pour essayer de comprendre comment on peut détecter nous aussi la lumière polarisée. Alors ce qu'il faut savoir, moi je vais vous présenter des choses sur les couleurs visibles chez les animaux et ce qu'on connaît de ces couleurs visibles. Mais il existe aussi ces fameuses couleurs invisibles à nos yeux, et donc il reste sans doute de nombreuses autres choses à découvrir. Si vous regardez par exemple là sur cette image, on voit un étourneau sansonnet avec une vision humaine à gauche. Donc ça c'est un petit oiseau qu'on voit couramment. Nous ce qu'on voit c'est un oiseau noir avec des petites mouchetures pâles, mais en réalité avec une vision d'oiseau on voit beaucoup plus, les oiseaux voient sans doute beaucoup plus de couleurs que nous, et donc ce sont des oiseaux sans doute beaucoup plus colorés que ce qu'on pense, avec des signaux qui sont sans doute échangés entre les individus et qui restent encore à découvrir. Chez les insectes c'est un peu la même chose, on sait que les abeilles peuvent détecter les UV, donc je crois que je vais me lever parce qu'on ne voit pas. Donc ça c'est ce qu'on voit nous avec une vision humaine, mais en fait les abeilles voient les UV dans les ultraviolets. Je sors de l'image je crois. Et donc sur ces fleurs en fait on voit également des couleurs, les abeilles voient des couleurs que nous sommes incapables de voir. Il y a même des petites pistes d'atterrissage sur ces pétales de fleurs qui vont guider les abeilles vers le nectar. Donc il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ces couleurs invisibles. Alors pour démarrer, je voulais vous montrer les premières traces de coloration animale qui ont été découvertes. Ce sont des traces de mélanine qui ont été découvertes dans des plumes. Il y a d'ailleurs un stand là-bas, j'ai vu, où on voit la couleur des dinosaures. Donc ça, ce sont les premières couleurs qui ont été découvertes dans les plumes de dinosaures théropodes. Et ça, c'est une reconstitution de ce dinosaure, l'Anchiornis, reconstitué. Donc on pense qu'il avait ce type de coloration. Et donc les plumes au début ne servaient pas du tout au vol, mais servaient sans doute plutôt soit à la thermorégulation, soit à la communication entre individus. Et c'est seulement plus tard, au cours de l'évolution, que les plumes ont permis le vol. Leur propriété physique, leur solidité a permis à ces animaux de planer. Donc c'est un exemple d'exaptation, c'est-à-dire que dans l'évolution, une fonction biologique a été différente au cours du temps. Elle a été sélectionnée pour une autre fonction que celle qu'elle avait à l'origine. Alors les pigments mélaniques, ce sont les pigments les plus courants chez la plupart des animaux, notamment les mammifères.
Ce sont les pigments qui sont responsables de la coloration de nos cheveux, de notre peau. On a deux sortes de mélanine. Le mélanine qui est responsable de la coloration grise, marron ou noire de nos cheveux, de notre peau. Et la phéomélanine qui va plutôt donner les cheveux roux par exemple, et également dans les poils des animaux. Et ces pigments mélaniques, ils sont disséminés dans des cellules spécifiques et ensuite sont distribués dans la peau, dans les poils ou dans les plumes de ces animaux. Alors on a une grande diversité de colorations mélaniques chez les animaux. On voit par exemple chez certaines souris, ici ce sont des souris à poche qui vivent dans différents habitats, on y reviendra tout à l'heure, et elles ont différentes colorations mélaniques. Et on connaît bien maintenant le déterminisme génétique de ces colorations mélaniques. En fait, ce sont des pigments qui sont synthétisés par l'organisme. Donc on est capable de les synthétiser nous-mêmes et il y a un déterminisme génétique bien connu. Et on sait que certains animaux ont des mutations qui les rendent plus foncés que d'autres. On voit par exemple ici la panthère noire, en fait c'est un jaguar qui sécrète beaucoup plus de mélanine que d'autres. Donc il y a certaines mutations qui rendent ces animaux plus foncés. Il y a un deuxième type de pigments dont je veux vous parler, parce qu'on va en reparler beaucoup, ce sont des pigments qui ont des rôles importants chez les animaux. Ce sont les caroténoïdes. Alors les caroténoïdes sont des pigments qui sont en fait synthétisés uniquement par les végétaux. Donc qu'on va retrouver par exemple dans les carottes, dans les tomates, etc., dans certaines fleurs, et que certains animaux vont récupérer via l'alimentation, et qui vont donner des colorations plus jaunes, orange ou roses. Donc c'est le cas, par exemple, des poissons rouges qu'on trouve en animalerie. Ils ont cette coloration grâce aux caroténoïdes qu'ils vont consommer. Également les flammes roses qui vont avoir cette coloration rose grâce à l'alimentation, grâce aux crevettes dont ils se nourrissent. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas capables de synthétiser ces caroténoïdes, il faut qu'on les consomme via notre alimentation. Ce qui veut dire également que ces animaux peuvent perdre cette couleur si jamais ils sont nourris différemment. Les flamants roses deviennent, si on les arrête de se nourrir de crevettes, deviennent beaucoup plus pâles. Les poissons rouges également, il y a des expériences qui ont été faites. Si on arrête de les nourrir avec les flocons spéciaux pour poissons rouges, qu'on leur donne autre chose, ils finissent par devenir beaucoup plus pâles. Donc ce sont des pigments qui sont apportés par l'alimentation et qui ont de nombreuses fonctions biologiques, on va le voir tout à l'heure. Alors il existe d'autres pigments, bleus, blancs, etc., qui sont disséminés dans des cellules spécifiques. J'en reparlerai pas trop aujourd'hui, mais qui vont donner des couleurs très vives, comme par exemple chez certains reptiles et certains poissons. Il y a également des couleurs iridescentes. Les couleurs iridescentes, c'est plutôt dû à des propriétés structurales de la lumière. Et ce sont simplement l'orientation des pigments et l'orientation de la lumière sur ces pigments qui vont donner ces changements de coloration, ces couleurs un peu irisées qu'on va retrouver par exemple sur ces colibris. Et également sur par exemple la nacre, ce qui donne cette couleur nacrée aux perles et à certains coquillages. Alors là, je vous ai parlé un petit peu des pigments qui existaient et on a vu un petit peu la diversité de coloration chez les animaux. Maintenant, quelle est la fonction de cette coloration? Pourquoi ces animaux sont colorés? Alors la première fonction, la plus évidente, c'est le camouflage. Donc on peut voir ici, ce sont des grenouilles-feuilles. Je ne sais pas si vous arrivez à les repérer. Elles ne sont pas très faciles à voir. Il y en a une qu'on voit bien là, il y en a une deuxième ici, et il y en a une troisième là. Donc, ce sont des grenouilles-feuilles. Alors c'est très impressionnant, non seulement la forme de l'animal évoque une feuille, mais la couleur également. Et ces grenouilles sont également capables de changer légèrement de coloration en fonction de la saison. Et donc ce sont vraiment là, c'est un exemple de camouflage très performant. Et là ce sont les pigments mélaniques qu'on a vu tout à l'heure, qui leur confèrent ces couleurs marron, qui leur permettent de se camoufler vis-à-vis des prédateurs. Donc ça c'est une des fonctions principales de la coloration chez les animaux. Alors, les plus doués en camouflage, ce sont les céphalopodes. C'est la famille des seiches, des pieuvres. Alors eux, ces animaux ont des chromatophores, donc les cellules qui contiennent les pigments, et qui sont dynamiques, qui peuvent changer de forme en fonction de l'état de l'animal et en fonction du substrat sur lequel il se situe. Donc en fait, l'originalité des céphalopodes, c'est d'avoir un camouflage adaptatif, ça veut dire qu'ils changent rapidement, et notamment parce que ces cellules sont reliées directement au système nerveux. Donc en fait, le signal nerveux va directement dans ces cellules. On voit ici par exemple, je ne sais pas si vous la repérez là, vous voyez la petite sèche sur le sable. Voilà. Vous avez les chromatophores qui peuvent avoir deux états. Ici c'est un animal qui est plutôt relaxé. Les cellules, les pigments sont cachés au centre. Là l'animal va être plutôt pâle, plutôt clair. Les muscles sont relâchés. Si jamais il y a un signal nerveux, il va être transmis à la cellule, aux muscles qui entourent cette cellule. À ce moment-là, les muscles vont se contracter et vont révéler le contenu pigmentaire de l'intérieur de la cellule et l'animal devient plus foncé. Et ce phénomène est extrêmement rapide. Je vais vous montrer une petite vidéo. Regardez, ici, c'est un petit calamar. En quelques millisecondes, en fait,
l'animal change de couleur très rapidement. On le sort de l'eau, il est un peu stressé en fait, du coup ça le fait changer de couleur très très rapidement parce que le système nerveux est directement relié aux cellules. Donc c'est vraiment ça fait partie des animaux qui changent de couleur le plus rapidement. Il y a d'autres animaux qui peuvent également changer de couleur, hein, les caméléons, les poissons, mais c'est beaucoup plus lent les changements. Et enfin, la championne du camouflage, je ne sais pas si là vous allez la repérer, elle est très difficile à voir sur cette vidéo. Là c'est un plongeur qui s'approche, moi j'ai vu cette vidéo des dizaines de fois, mais à chaque fois je me fais avoir. Voilà, elle est là. Ok. Et elle est vraiment très difficile à voir pour plein de raisons. Alors, si vous repérez, non seulement la couleur ressemble au substrat, elle ressemble aux algues sur lesquelles elle est, mais en plus, regardez, la texture de la peau ressemble également au substrat. Donc ça, c'est un phénomène qui est très étudié, notamment par l'armée pour des histoires de camouflage. Essayez de comprendre comment l'animal arrive non seulement à faire varier la couleur de sa peau, mais également la texture de sa peau pour ressembler à son substrat. Là, c'est vraiment juste au dernier moment où elle change de couleur, elle sent que là, elle est repérée. Et quand elle s'enfuit, elle crache un nuage d'encre pour masquer sa fuite, en fait. Ça, c'est caractéristique des céphalopodes également. J'aime beaucoup cette vidéo. Alors, ces céphalopodes, ils ont non seulement cette propriété de la peau de changer de couleur très rapidement, mais également des yeux extrêmement performants. Donc ça, c'est un exemple très célèbre de convergence évolutive. Nous, on aime beaucoup ces convergences évolutives dans nos laboratoires d'évolution. C'est un exemple célèbre où en fait l'œil de pieuvre, l'œil de céphalopode, ressemble énormément à un œil humain et c'est apparu de façon totalement indépendante dans l'évolution. Donc c'est apparu dans la lignée des mammifères, également dans la lignée des céphalopodes. Si vous regardez la structure, ça c'est une coupe d'œil, on voit que ça se ressemble énormément. Et on peut même dire que l'œil de pieuvre est même encore plus performant que le nôtre. Regardez ici, ce sont des cellules photoréceptrices qui vont recevoir la lumière. Chez l'humain, elles sont derrière les fibres nerveuses, ce qui fait qu'au fond de notre œil, on a une tache aveugle, en fait, un endroit où on ne peut pas voir. Et c'est grâce à nos deux yeux qu'on arrive à corriger ce défaut. En revanche, les pieuvres ont les cellules photoréceptrices directement au fond de l'œil. Donc elles n'ont même pas cette tache aveugle au fond de l'œil. Donc on peut même dire que leur œil est légèrement plus performant que le nôtre. Donc c'est un exemple très célèbre de convergence évolutive et d'apparition d'un œil très complexe dans le règne animal. Alors, ça c'était pour le camouflage adaptatif, le camouflage qui change rapidement. On a également le camouflage disruptif. Alors j'ai vu plusieurs stands où on voit les rayures des zèbres. Il y a plusieurs fonctions aux rayures des zèbres, mais une des fonctions c'est clairement le camouflage. Alors, on appelle camouflage disruptif parce qu'en fait les zébrures vont brouiller la forme du corps. Ça lui permet d'échapper à ses prédateurs plus facilement. C'est également le cas chez le moustique tigre, hein, qu'on aime bien dans le coin. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les moustiques tigres sont plus difficiles à tuer, à attraper que des moustiques normaux. En fait, on a ces rayures qui vont en fait brouiller le signal de la forme du corps et ça les rend très difficiles à repérer en fait. Et de manière amusante, ça a été utilisé par l'armée, alors pendant la Première Guerre mondiale surtout. En fait, ici, ces rayures permettaient de confondre le bateau avec la ligne d'horizon et donc de rendre le ciblage par les missiles plus difficile. Alors bien sûr, après, avec l'apparition des sonars et des radars, ça est devenu obsolète, donc ça n'a plus été utilisé. Mais on a encore des photos d'archives comme ça de ces bateaux qui utilisaient le camouflage disruptif comme un moyen de se camoufler vis-à-vis des ennemis. Alors ça, c'était pour les animaux qui cherchaient à se camoufler. En revanche, il y a d'autres animaux qui ont des couleurs extrêmement vives. Et là, c'est tout l'inverse. Le but n'est pas de se camoufler. L'objectif ici, par la fonction de cette couleur très vive, c'est plutôt un signal d'alarme. C'est un signal de toxicité. On appelle ça un signal aposématique. C'est-à-dire que c'est une coloration très vive qui va signaler une défense chimique toxique. C'est le cas, par exemple, chez ces petites grenouilles, hein, très mignonnes, les dendrobates, qui sont des grenouilles d'Amérique du Sud qui, en fait, sécrètent un venin dans leur peau. Un venin, d'ailleurs, dont les autochtones se servent pour enduire leurs flèches, hein, qui va permettre de tuer les proies, par exemple. Donc c'est un système de défense extrêmement performant. Et cette couleur vive va signaler aux autres animaux, attention, ne me mangez pas. Et c'est le cas aussi chez la guêpe, qui est un signal de défense qu'on connaît, puisqu'elles peuvent piquer. Et donc là, c'est un signal de défense chimique, et donc des couleurs très vives. Alors de manière amusante, certains animaux utilisent également ce type de couleurs vives, mais en fait ne sont pas toxiques, ce sont des tricheurs. Donc on a notamment sous nos latitudes, hein, donc la guêpe qui est un modèle venimeux, et plein d'animaux qui sont des imitateurs, mais des tricheurs puisqu'ils ne sont pas toxiques. On a par exemple certains coléoptères, comme ces longicornes. On a également, le plus courant, c'est ce cirfe. Donc vous verrez là cet été, souvent on les chasse, on a l'impression que c'est des guêpes. En fait ce ne sont pas des guêpes, ce sont des petites mouches, hein, qui sont zébrées également, qui ont ces zébrures jaunes et noires, mais qui ne sont pas toxiques.
et certains papillons aussi, un peu plus rares, qui imitent aussi, qui utilisent cette coloration toxique. Donc on appelle ça du mimétisme bathésien. C'est quand une espèce inoffensive va imiter la coloration d'une espèce toxique qui a des défenses chimiques efficaces. Ok, donc ça c'était des signaux soit de camouflage, soit de toxicité. Il existe aussi d'autres colorations très vives, dont la fonction est un peu plus complexe. La fonction, ça va être des fonctions de communication entre individus. Alors, les exemples les plus célèbres, par exemple le pan, cette coloration très vive, a un rôle dans la sélection sexuelle, c'est-à-dire dans le choix du partenaire. Là, c'est le type de coloration qu'on va retrouver chez le pan. J'ai mis également les guppies, c'est des guppies domestiques qu'on peut retrouver dans les animaleries, qui ont des couleurs très très vives. Donc ces colorations sont des signaux de qualité du partenaire, qui sont utilisés lors du choix du partenaire. Alors à la fois par le mâle, mais aussi par la femelle. On découvre maintenant aussi que les femelles ont des colorations qui sont peut-être un peu moins visibles, mais qui sont aussi sélectionnées par les mâles. Et donc là, il y a tout un champ entier de la recherche en écologie, notamment en écologie comportementale, qui cherche à caractériser qu'est-ce qui est véhiculé par ce signal, par cette coloration. Alors je vais vous donner un petit exemple, j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les fous à pieds bleus. Ce sont des animaux qui ont des pieds bleus très, très flashy. Et là, on a un mâle qui tente sa chance auprès d'une femelle avec pas trop de succès. Elle n'a pas l'air très intéressée. Je le remets. Donc ces fous, lors de la parade nuptiale, exhibent leurs pieds bleus aux femelles. Et les femelles examinent cette couleur attentivement et décident si oui ou non le mâle est assez bien pour se reproduire. Et donc les chercheurs se sont intéressés à quel signal est véhiculé par cette coloration bleue. Ils ont fait des expériences où ils ont par exemple rajouté de la nourriture, ils ont donné de la nourriture en plus à ces animaux, et ils ont regardé ce qui se passait au niveau de la couleur de leurs pattes. Vous avez ici à gauche un mâle qui a été plutôt privé de nourriture, les pattes sont très bleues, et à droite un mâle qui a été supplémenté en nourriture, les pattes deviennent plus vertes. Également, ils ont donné des caroténoïdes ou pas. Ils se sont rendus compte qu'avec des caroténoïdes, les pattes devenaient plus vertes. Donc en fait, ce sont les pattes plus vertes qui véhiculent un signal de bonne qualité chez ces animaux. Et en plus, on se rend compte après, lorsqu'on fait des expériences de choix du partenaire, que les femelles préfèrent effectivement les mâles qui ont les pattes les plus vertes. Alors, chez des animaux qui sont un peu plus proches de nous, les merles, il y a un peu le même système. Si vous regardez les merles, les mâles, d'un peu plus près, vous voyez qu'il y a une coloration très vive de leur bec et puis du tour de leurs yeux. Ça, c'est des couleurs caroténoïdiques. Donc, c'est des caroténoïdes, vous vous souvenez, qui sont fournis par l'alimentation, qui donnent cette couleur orange. Vous avez ici à gauche un mâle en bonne santé. Donc, les merles en bonne santé ont un bec très orange. Et ici, un merle qui est en moins bonne santé. Alors, comment on fait? Ici, il a été injecté avec des antigènes. Et donc ça va temporairement affaiblir son système immunitaire et les caroténoïdes vont être alloués au système immunitaire et son bec va devenir plus pâle. Donc là, l'hypothèse, c'est que la coloration va signaler la bonne qualité immunitaire du mâle, c'est une sorte de passe sanitaire. Et les expériences qui ont été faites ensuite pour compléter ça, c'est des expériences de choix du partenaire. Alors chez les oiseaux et chez les animaux, c'est assez facile à faire. On met une femelle, on lui donne le choix entre des mâles de différentes couleurs. Et on voit que systématiquement, les femelles préfèrent les merles qui ont les becs les plus oranges. Donc c'est un signal de qualité immunitaire chez ces animaux. Alors dans le cas des caroténoïdes, on sait que les caroténoïdes ont aussi un rôle dans le système immunitaire. Donc l'histoire est assez jolie. Pour la mélanine, c'est un petit peu plus complexe, puisque la mélanine, on peut la synthétiser nous-mêmes. Et c'est lié de façon beaucoup plus complexe au système immunitaire. Donc c'est pas très clair leur rôle. Un des rôles qui a été découvert, c'est par contre que la mélanine donne une image du statut social de l'individu. Alors en ce moment, il y a pas mal de moineaux qui sont en phase de reproduction. Vous verrez des petites batailles de moineaux. Chez les moineaux, on voit une bavette noire sur leur cou, chez les mâles. Et cette bavette, elle a différentes tailles en fonction des individus. Et ce qu'on se rend compte, c'est que cette bavette reflète le statut de dominance des individus. Donc seuls les mâles qui sont dominants vont avoir une bavette assez grande et très foncée. Donc là, le signal véhiculé par cette mélanine est un signal de dominance chez ces oiseaux. Et on appelle ça un signal honnête lorsque en fait, un individu ne peut pas signaler un faux statut. Donc là, c'est maintenu par le taux de testostérone qui est lié en fait à cette mélanine et à ce badge qu'on appelle ici un badge de statut. Donc là, la coloration véhicule aussi un signal qui donne une information sur le statut social de l'individu. Alors il y a d'autres oiseaux chez lesquels c'est un peu plus complexe. On a par exemple dans certaines populations de diamants de Gould, alors ce sont des petits oiseaux qui vivent en Australie, on a des mâles qui ont différentes couleurs, jaune, rouge, noir.
et qui se comportent un peu différemment. Donc des chercheurs ont étudié cette espèce depuis des dizaines d'années et ont fait des expériences, ont regardé leur taux d'agressivité en fonction de ce qui se passait dans les cages. Donc ils ont fait une expérience où ils ont augmenté la proportion de mâles rouges dans les cages. Donc là, on a des cages où il y a 0% de mâles rouges ou 100%. Et on se rend compte que les oiseaux rouges et noirs ne réagissent pas du tout de la même manière. Les mâles rouges, qu'on voit ici en blanc, plus il y a de mâles rouges dans leur cage, plus ils vont devenir agressifs. Donc ce sont des mâles c'est un type comportemental agressif. En revanche, les mâles noirs, je les ai appelés les pacifistes, parce que même si on augmente la proportion de mâles rouges dans la cage, ils agressent pas plus. Eux, ils n'investissent pas du tout dans l'agression. Donc en fait, on a ici deux stratégies, qu'on appelle les stratégies alternatives, qui vont se maintenir dans les populations. Les mâles rouges qui sont plus agressifs, alors l'avantage que ça leur donne, c'est qu'ils vont accéder plus facilement aux sites de ponte. En revanche, les mâles noirs, eux, vont éviter la confrontation. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont investir plus dans les soins parentaux. Ils vont passer moins de temps à se battre, plus de temps à s'occuper de leurs petits. Et donc, ils vont avoir des petits qui vont grandir mieux. Et ce sont donc deux stratégies qui vont coexister dans les populations, des stratégies alternatives. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du temps, on a des fluctuations de fréquence de ces différentes stratégies. S'il y a trop de mâles rouges dans la population, ils passent leur temps à se battre entre eux. Donc finalement, ils ont moins de succès, les mâles noirs ont plus de succès. Mais s'il y a trop de mâles noirs dans la population, ce sont les mâles rouges qui sont un peu plus agressifs et qui récupèrent les sites de ponte qui vont avoir plus de succès. Et on a comme ça des oscillations au cours du temps. On appelle ça la sélection fréquence dépendante. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant et très important dans les populations animales. Ça va maintenir la diversité et c'est pour ça que dans certaines espèces, on voit une grande diversité de coloration qui se maintient au cours du temps. Ok, donc là on a vu un petit peu le rôle de la coloration dans les interactions sociales, la communication entre individus. On va revenir un peu aux histoires de camouflage et de prédation. Et je voulais vous présenter cet animal, le guppy de Trinidad. C'est un animal que j'ai étudié pendant mon post-doctorat. Alors Trinidad, c'est une île qui est au sud des Caraïbes. Et ce qui est très intéressant avec ces petits guppys, c'est qu'ils vont vivre dans des rivières indépendantes les unes des autres. Et ce sont donc des populations qui ont divergé il y a des millions d'années. Et on peut voir l'effet de la prédation sur ces animaux, puisqu'ils peuvent vivre soit dans des sites à haute prédation, ici en rouge. En fait, ce sont ces cyclidés qui sont leurs prédateurs, qui vont manger les adultes. Et puis il y a aussi des sites de basse prédation, en bleu, où là, ce sont des prédateurs qui ne consomment pas les adultes. Alors le guppy de Trinidad, maintenant, on peut en trouver en fait, dans les animaleries, vous regarderez. C'est cette forme-là, on a un mâle et là une femelle. Le mâle est plus coloré que la femelle. Et la plupart du temps, donc soit on peut les trouver, mais ce sont les ancêtres des guppys domestiques qu'on achète et qu'on voit plus facilement en aquarium. Mais en fait, c'est la même espèce. Okay, donc les mâles sont très colorés et on va voir le rôle de la prédation sur cette coloration. Alors l'avantage de cette espèce, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il va avoir évolué dans des rivières indépendantes. Donc on peut regarder dans ces différentes rivières si la prédation a eu le même effet sur la coloration des poissons. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, regardez ici, ça ce sont des guppys qui ont évolué sans prédateurs. Ils sont très colorés, ils ont des taches orange très très vives. Par contre, s'ils ont évolué avec des prédateurs, on voit une coloration beaucoup plus pâle. Et on voit la même chose dans toutes les rivières avec et sans prédateurs. Et en plus de ça, on peut faire des expériences où on peut changer les poissons de rivière et on regarde si leur coloration change. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des générations, s'ils vivent sans prédateurs, leur coloration devient rapidement beaucoup plus vive et vice-versa. Donc ici, c'est un exemple assez célèbre en fait, d'évolution rapide. Les guppys sont très pratiques pour ça. En quelques générations, on peut voir des changements de coloration et d'autres traits. Alors le problème, c'est que là, c'est des expériences en nature. Donc quand on fait des expériences sur le terrain, nous, c'est un peu le type d'approche qu'on a. On a des approches sur le terrain. On va examiner des populations qui ont évolué dans différents contextes. On essaye d'en tirer des conclusions. On fait parfois des expériences sur le terrain aussi où on les met en cage dans différentes rivières, je vous montrerai tout à l'heure, et on regarde ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on est dans la nature où il y a plein de facteurs confondants possibles. Il y a peut-être des effets du climat, de la nourriture, etc. Donc c'est important de faire aussi des expériences en milieu plus contrôlé. Là, c'est le cas avec les guppys. On peut faire des expériences en milieu semi-naturel. C'est des expériences qui ont lieu là, il y a longtemps, mais qui sont assez parlantes. On les met dans des mares, et puis on introduit des prédateurs. Ici, on a introduit des prédateurs, ou alors on les laisse tranquilles sans prédateurs ou avec un faux prédateur. Et on regarde ce qui se passe au cours des générations. Là, c'est le temps. C'est une expérience qui a duré pendant 2 ans. Et les guppys, leur temps de génération, c'est environ 6 mois. Donc là, on a eu 4 générations. Et on regarde le changement de couleur
au cours du temps, ça c'est l'intensité de la coloration, le nombre de taches, mais il y a aussi l'intensité qui suit le même pattern. Au début, on part d'une population avec une coloration moyenne. On les laisse évoluer pendant 6 mois. On voit que la coloration augmente un peu. Et si on les laisse sans prédateur, la coloration augmente un petit peu et ensuite atteint un plateau. Si on leur rajoute un prédateur, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on voit très bien que la coloration diminue rapidement. Donc en quelques générations, on voit, et là on a contrôlé tous les facteurs, il n'y a que la prédation qui varie, on se rend compte que la coloration devient plus pâle. Et donc la combinaison de ces différentes données nous donne une indication que c'est vraiment la prédation qui va être le facteur déterminant de cette coloration. Alors pourquoi ils ont mis un faux prédateur? Là, c'était pour contrôler par le stress de prédation. Regardez si un faux prédateur qui pouvait les stresser pouvait avoir un effet, mais ça n'avait pas d'effet. Par contre, ce qu'on observe, c'est si on les laisse tranquilles sans prédateur, la coloration augmente systématiquement. Et ça, c'est dû au fait que les femelles préfèrent les mâles les plus colorés. Donc finalement, dans les populations de guppies, on a deux phénomènes. On a non seulement la coloration vive qui va améliorer leur succès reproducteur, ils vont être plus choisis par les femelles, mais d'un autre côté, être trop coloré, ça engendre un risque vis-à-vis des prédateurs. Et donc on a une balance comme ça entre la sélection sexuelle et la sélection naturelle qui va engendrer à la fin une diversité de coloration. En fonction du nombre de prédateurs, du nombre de femelles, c'est plus ou moins avantageux d'avoir une coloration vive. Et donc on a une grande variabilité entre populations chez ces guppies de Trinidad. Et un deuxième phénomène qui fait qu'on observe beaucoup de variabilité dans ces populations, c'est que les femelles, non seulement elles préfèrent les mâles qui sont très colorés, mais en plus elles ont une petite préférence pour les formes colorées qui sont rares, qu'elles n'ont jamais vues. Une petite préférence pour la nouveauté. Donc elles préfèrent les couleurs les plus rares. Alors l'hypothèse c'est que ça leur permet d'éviter la consanguinité. En tout cas le résultat c'est que du coup dès qu'une nouvelle forme colorée apparaît, elle a rapidement un succès plus élevé et donc elle va rapidement s'imposer dans les populations jusqu'à ce qu'elle devienne trop fréquente et qu'une autre coloration apparaisse et prenne le dessus. C'est ça aussi qui permet de maintenir la diversité dans les populations animales. Il y a un deuxième phénomène qui fait que les formes rares ont un avantage en termes de couleur. C'est que les prédateurs, ils apprennent à repérer les formes les plus fréquentes. Ça s'appelle une image de recherche. Nous, c'est la même chose, si on cherche toujours les mêmes images, on finit par être plus performant, par les repérer plus vite. Donc là, on a le même phénomène avec les escargots des jardins. Donc ça, vous regarderez dans vos jardins, on en voit souvent, et puis on voit plein de couleurs différentes. À un moment, on pensait que c'était des espèces différentes. Non, c'est bien la même espèce, mais avec une diversité de coloration. Et cette diversité, elle est générée par le fait que les oiseaux, leurs prédateurs, c'est par exemple les grives, vont préférer les formes les plus communes, ce qui fait que dès qu'une nouvelle couleur apparaît, elle est moins bien repérée par les prédateurs et donc elle va s'imposer, elle va avoir un meilleur succès. C'est ça aussi qui va permettre de maintenir la diversité de coloration, ici chez les escargots, mais ça arrive dans d'autres espèces. Alors, la prédation, elle va varier aussi en fonction du contexte, notamment en fonction du substrat. Là, vous avez une expérience chez les souris à poche. Les souris à poche ont été très étudiées pour essayer de comprendre le lien entre les gènes, la sélection et la couleur. Et là, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis où des fausses souris ont été créées, des fausses souris en plastique, en caoutchouc, de différentes couleurs, et elles ont été placées sur différents substrats, des substrats clairs, des substrats de sable ou des substrats de lave. Et les chercheurs ont pu regarder les traces de prédation sur ces fausses souris, puisque les souris n'étaient pas emportées par les prédateurs, mais on pouvait voir les traces de prédation. Et ils ont pu compter le nombre d'attaques par souris. Ils se sont rendus compte que les souris foncées sur un substrat foncé n'étaient pas attaquées, elles sont bien camouflées. Par contre, sur un substrat clair, se faisaient beaucoup attaquer. C'est ça qu'on observe ici, des différences du coup d'attaque des souris, qui se traduisent en différences de survie des souris. Et donc les souris les plus claires, elles survivent beaucoup mieux sur un substrat clair. Les souris les plus foncées survivent beaucoup mieux sur les substrats les plus foncés. Et donc là, c'est la diversité de paysages qui va maintenir la diversité de coloration chez ces animaux. Alors ça, c'est pour des paysages naturels. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans des paysages qui sont affectés par l'homme, et notamment dans un contexte de changements globaux? Alors il y a une expérience très célèbre qui a été faite chez la phalène du bouleau. La phalène du bouleau, c'est ce petit papillon. Ça, c'est la forme sauvage, la forme claire. Mais on a également une forme mélanique qui est apparue en Angleterre après la révolution industrielle, qui a pris de plus en plus de place, qui a été de plus en plus fréquente, pardon. Et ils se sont rendus compte, donc avant pollution, il y avait quasiment que des formes claires. Et là, c'est après pollution, après la révolution industrielle. Les formes mélaniques sont devenues dominantes, et notamment dans les zones où il y avait le plus d'usines. Alors l'histoire, c'est que effectivement, les troncs pollués, dans les zones polluées, les lichens avaient disparu, les troncs étaient plus foncés,
Et donc c'était les formes mélaniques les plus foncées qui échappaient le mieux à leurs prédateurs. Et donc rapidement, en quelques dizaines d'années, ces formes mélaniques sont devenues dominantes dans les populations. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle du mélanisme industriel, c'est-à-dire ici l'apparition d'une forme colorée et le succès d'une forme colorée liés aux activités humaines. Alors le mélanisme industriel, il est bien documenté. Ce qui est moins bien connu, c'est les effets de l'urbanisation sur la coloration animale, et je vais vous en parler un petit peu puisque j'ai effectué ma thèse sur ce sujet. Alors, on va regarder du coup les humains, en quoi c'est un facteur d'évolution de la coloration animale. Alors, le pigeon, c'est une espèce qui est bien connue, qu'on voit en ville. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que la forme sauvage du pigeon, c'est celle-ci. Donc les pigeons gris avec les barres noires sur les ailes, ça c'est la forme sauvage. Il en reste assez peu puisqu'elles se sont hybridées avec des formes domestiques. Ce pigeon biset sauvage a été domestiqué. Il a été domestiqué il y a plusieurs milliers d'années d'ailleurs. Non seulement pour la consommation, pour la chair, c'était très utilisé à un moment aussi pour transporter des messages, et aussi pour des concours de beauté. Donc ça a donné des formes un peu absurdes comme ça. Celui-là, je l'aime bien, ça s'appelle le pigeon jacobin. Il a des plumes partout sur la tête, je ne sais pas comment il fait pour manger. Mais en tout cas, ça a donné cette diversité de coloration et également de plumes, des longues plumes sur les pattes, sur la queue, etc. Donc des formes un petit peu absurdes, mais en tout cas une diversité de coloration qui a été donc ici façonnée par l'homme. On appelle ça de la sélection artificielle, c'est-à-dire qu'on fait se reproduire entre eux les pigeons les plus colorés pour obtenir certaines formes du corps et certaines couleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, on a arrêté d'utiliser les pigeons pour transporter des messages, et pour la chair aussi, donc maintenant ils sont beaucoup moins utilisés. Et donc un certain nombre de ces pigeons sont retournés à l'état sauvage, on appelle ça la féralisation. Et ils se sont préférentiellement dirigés vers les villes, parce que déjà ils n'avaient pas trop peur des humains, il y a de la nourriture tout le temps en ville, et en plus ils pouvaient nicher dans les bâtiments. Ça leur rappelait leur falaise natale, le pigeon sauvage se reproduit dans les falaises. Et donc actuellement, il reste une certaine diversité de coloration. Alors elle est moindre que chez le pigeon domestique, mais elle est quand même plus importante que chez le pigeon sauvage. Et donc actuellement, on a un polymorphisme de couleurs, une diversité de coloration. Et la grande question, c'est de savoir comment ça se maintient. Est-ce que ces formes colorées ont les mêmes stratégies pour exploiter le milieu urbain? Et ça a été le sujet de ma thèse et ensuite d'études par la suite. Alors ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, déjà, on s'est baladé beaucoup dans Paris et dans d'autres villes. C'est le même phénomène en Angleterre, etc. Plus on se rapproche du centre-ville, donc là en fait vous avez un taux d'urbanisation plus faible, les zones rurales, et ici des zones plus urbaines. Plus on s'approche du centre-ville, plus il y a des pigeons foncés. Et ça vous pourrez regarder. Je ne sais pas si c'est la même chose dans Toulouse, il faudra qu'on regarde. Mais en tout cas, le mélanisme est plus important dans les zones les plus urbaines. Et ça, la grande question, c'était pourquoi ? Et en fait, différentes expériences ont été faites pour mesurer leur réponse au stress, leur résistance au manque de nourriture, aux parasites. Et on s'est rendu compte que dans ces centres-villes, ces pigeons foncés étaient mieux capables de résister aux parasites, étaient mieux capables de détoxifier les métaux lourds. En fait, la mélanine est capable de se lier aux métaux lourds, et donc ça leur donne sans doute un avantage en termes de résistance aux polluants. Et également plus résistant au stress. Le centre-ville, c'est quand même un peu plus stressant pour les animaux, pour les humains aussi des fois. Et donc du coup, on a des animaux qui sont plus résistants au stress et plus mélaniques. En revanche, dans les zones rurales, on a ces formes claires qui sont plus fréquentes. Et là, ce qui a été découvert, c'est qu'ils sont plus résistants au manque de nourriture. En fait, dans la campagne, la nourriture est beaucoup plus saisonnière. On a beaucoup de nourriture en été, un peu moins en hiver. Tandis que dans les zones urbaines, il y a de la nourriture toute l'année. Donc ici, on a des stratégies alternatives qui maintiennent cette diversité de coloration chez les pigeons. Bon, c'est une jolie histoire, je trouve. Alors la question, c'est est-ce que c'est la même chose pour d'autres animaux? Il y a eu des reviews qui ont été faites. On se rend compte qu'en fait, dans les centres-villes, ça va être les pigeons, les animaux les plus mélaniques qui vont être sélectionnés, qui vont avoir une meilleure performance. Par contre, sur les couleurs caroténoïdiques, vous vous souvenez, les mésanges ou les couleurs qui sont plutôt jaunes ou oranges, là, elles sont apportées par la nourriture. Et donc, en ville, il y a moins d'insectes, moins de plantes. Donc, ces animaux deviennent en général plus pâles. Donc, on a des animaux qui sont plus mélaniques, mais qui sont plus pâles en termes de coloration caroténoïdique dans les centres-villes. Donc ici, on voit que l'urbanisation, c'est un vrai driver de l'évolution de la coloration des animaux. Alors, un dernier exemple d'action de l'homme sur la coloration, c'est le syndrome de domestication. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire des renards de Beliaïev, mais dans les années 50, il y a eu un projet de domestication du renard. Donc, ce chercheur s'est attaché à essayer de créer une race de
une forme de renard domestiqué. Il a réussi, hein, donc maintenant on peut acheter un petit renard domestiqué, c'est quand même 6 000 $, c'est pas donné, mais c'est vrai que c'est assez mignon. Et donc là l'objectif c'est de sélectionner, donc la domestication, l'objectif était de sélectionner des formes les plus dociles. En général la domestication c'est ça, le but c'est d'avoir des animaux plus dociles, notamment pour les animaux de compagnie. Et on se rend compte que quand on sélectionne pour la docilité, il y a un ensemble de traits qui viennent avec. On se retrouve avec des animaux plus dociles, mais souvent qui ont aussi des taches blanches, et ça c'était pas intentionnel lorsqu'on les domestique, et puis des formes du corps un peu différentes, la queue qui est recourbée, des oreilles un peu plus pendantes, etc. Un certain nombre de comportements et de traits morphologiques qui sont dus à des mutations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on sélectionne pour la docilité, eh bien de façon non intentionnelle, on va sélectionner aussi des colorations plus pâles. Et c'est pour ça qu'on retrouve maintenant chez beaucoup d'animaux domestiques des taches blanches. Ce n'était pas intentionnel, hein. C'est juste qu'on sélectionne des animaux qui sont moins stressés, plus dociles, et de façon pléiotrope, en fait, c'est-à-dire ce sont des gènes qui vont avoir des effets sur d'autres facteurs, notamment la pigmentation. On se retrouve avec des animaux avec des taches blanches. Ce n'est pas le cas chez toutes les espèces, mais c'est le cas chez beaucoup d'espèces domestiques. Donc voilà pour le syndrome de domestication. Je trouve que c'est une jolie histoire où on voit l'effet de l'homme sur la coloration, mais un effet non intentionnel via la domestication. Alors je voulais terminer avec ce qu'on fait nous dans nos laboratoires. Alors nous on ne s'intéresse pas à ces syndromes de domestication, on s'intéresse aux effets des changements globaux sur la coloration. Et plus spécifiquement, moi je travaille dans les milieux aquatiques. Donc les poissons sont un peu moins étudiés en termes de coloration, mais nous c'est ce qu'on fait. Donc là vous voyez avec notre équipe, on fait des pêches dans les rivières autour de Toulouse. Et on va comparer différentes rivières, des rivières qui sont naturelles et des rivières qui sont plus eutrophisées. Alors ça veut dire quoi? C'est simplement qu'il y a plus de nutriments dans l'eau. Ça c'est dû par exemple à l'urbanisation, à l'agriculture, qui vont amener plein de nutriments dans l'eau. Et l'eau va être beaucoup plus chargée en nutriments et beaucoup plus turbide, beaucoup moins limpide. Et on regarde comment les animaux s'adaptent à ces changements de qualité de l'eau. Et ce qu'on a repéré en termes de coloration, c'est que, regardez ici, c'est la coloration mélanique des goujons. Alors le goujon, c'est notre petite espèce fétiche, une espèce qui va exploiter les fonds des rivières et qui a une grande diversité de coloration. Et on observe que plus la rivière est turbide, là c'est de l'eau turbide qui est chargée en matière organique, et plus ces poissons sont pâles, leur coloration est beaucoup plus pâle. Regardez ces deux photos, on dirait deux espèces différentes, en fait c'est bien la même espèce. C'est bien deux goujons, mais leur coloration est beaucoup plus pâle dans les zones les plus turbides. Et on a fait aussi des expériences où on les a changés de rivière en les mettant en cage dans une autre rivière, et ils changent rapidement de couleur. Donc on voit ici que l'eutrophisation des rivières, les activités humaines, ont un impact sur la coloration de ces animaux. Alors là ça bloque, hop. Donc ici l'hypothèse c'est que dans un milieu où la luminosité est très faible, la visibilité est très faible, les animaux ne vont pas investir leurs pigments dans la coloration. Et à ce moment-là, la pigmentation, qui est coûteuse, peut diminuer. Il y a aussi des hypothèses de camouflage. En tout cas, ce qu'on a retrouvé chez nos goujons, c'est ce qui a été retrouvé aussi dans les lacs africains. On se rend compte que la coloration change rapidement. Et ça peut poser des problèmes en termes de communication entre individus, mais également en termes de spéciation, puisque des espèces qui ont des couleurs très proches peuvent du coup s'hybrider et ça peut causer des problèmes dans l'évolution. Voilà, donc en conclusion, je vous ai présenté différentes diversités de coloration chez les animaux, liées à plusieurs pigments. Je vous ai présenté un peu différentes fonctions biologiques, le camouflage, la communication. Et ces fonctions sont nombreuses, souvent imbriquées. On a différentes forces évolutives qui jouent dessus. On s'est rendu compte aussi que les espèces les plus colorées, avec une plus grande diversité de coloration, étaient souvent mieux capables de résister à des changements de l'environnement. Et on commence à s'intéresser aux effets des changements globaux sur cette coloration animale. Et il reste encore pas mal de choses à découvrir là-dessus. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Oui. Oui, oui. Le changement d'agression. Alors on me demande pourquoi les petits oiseaux rouges de tout à l'heure, les diamants de Gould, étaient plus agressifs. Les oiseaux rouges, pourquoi ils étaient plus agressifs que les autres? Alors on me demande si c'est à la naissance que ça se fait. Alors en fait, effectivement, c'est que dès la naissance, ils ont génétiquement, ils ont des gènes qui à la fois codent pour la coloration et en même temps
pour des comportements différents. Et c'est lié en fait à des hormones différentes. En fait, ils ont plus de testostérone tout simplement. Et donc ça va jouer à la fois sur la coloration et en même temps sur leur comportement. Donc oui, c'est effectivement génétique et c'est transmis aux petits au cours des générations. Tout à fait. Oui, je t'en prie. Ah, la lumière polarisée. Alors, je pense qu'on va vous en parler dans la conf juste après. Non, même pas, zut. Bon, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Il faut m'arrêter si je dis des bêtises. C'est de la lumière que nous, on ne peut pas voir. C'est la lumière, par exemple, de la Lune qui fait de la lumière polarisée. Et donc, c'est différentes. Lorsqu'on passe en lumière polarisée, c'est d'autres couleurs qui apparaissent. J'espère pas avoir dit de bêtises. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, les mécanismes génétiques, on m'interroge là-dessus une deuxième fois. Il reste 5 secondes, c'est ça ? On me demande les mécanismes génétiques de cette coloration. Je peux vous répondre notamment pour la coloration mélanique. Oui, c'est très bien connu. Les gènes qui vont coder pour la mélanine vont avoir des effets qu'on appelle pléiotropes, c'est-à-dire qui vont agir sur d'autres cellules, les cellules immunitaires notamment, les cellules de réponse au stress. Et donc, on a une idée, effectivement, c'est tout le complexe des mélanocorticoïdes qui vont du coup impacter différents traits, à la fois physiologiques, comportementaux et de pigmentation. Alors c'est bien connu pour la mélanine, c'est moins bien connu pour d'autres types de coloration, effectivement. Oui. Ouais. Oui. Alors on me demande, pour les guppies, l'expérience où on a mis des prédateurs ou enlevé les prédateurs. Et on me demande par rapport aux faux prédateurs, pourquoi la coloration continue à augmenter quand on mettait un faux prédateur, c'est ça ? Et bien en fait tout simplement c'est que ce faux prédateur ça les stresse pas du tout, ça n'a aucun effet, donc ça suit la même courbe que lorsqu'il n'y a pas du tout de prédateur, leur coloration augmente. Alors pourquoi la coloration augmente quand il n'y a pas de prédateur ou un faux prédateur? C'est que les femelles préfèrent les colorations les plus vives en fait. Donc si on laisse sans prédateur ou avec un faux prédateur, la coloration augmente au cours du temps. Elle finit par atteindre un plateau quand même, on voyait à la fin sur les dernières générations que ça atteignait un plateau. Mais c'est donc la sélection sexuelle qui va causer cette hausse de couleur s'il n'y a pas de prédateurs qui mangent les adultes les plus colorés en fait. J'espère que c'est plus clair. Non, pas trop. Le faux prédateur, c'était pour contrôler pour le stress de la prédation. C'est ces prédateurs qui vont essayer d'attraper les adultes mais qui ne vont pas y arriver. Donc ça va les stresser mais ça ne change rien à leur coloration. On s'en montre que c'est vraiment le fait que le prédateur mange les adultes les plus colorés qui va... C'est ça, exactement. Ouais, j'ai expliqué un peu vite tout à l'heure, c'est vrai. Vous avez une autre question? Oui. Oui. Alors, le goujon. On me demande combien de générations ça prend pour le goujon de changer de couleur. Là, c'est un changement de coloration plastique dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, c'est une seule génération. Donc, ce n'est pas génétique, c'est uniquement un changement plastique. On ne sait pas ce qui se passe au cours des générations. On est en train d'essayer de les faire se reproduire, on a un peu de mal. Mais donc, du coup, là, c'est en une seule génération, ces changements. C'est hyper rapide, en fait. Puisque quand on les met en cage dans une autre rivière, eh bien, en quelques semaines, ils changent à nouveau de couleur. Donc, chez les poissons, il y a cette dimension de plasticité qui est beaucoup plus forte que chez les autres animaux que je vous ai présentés avant. Et donc, il y a voilà, des changements au cours d'une même génération aussi qui se font. Vous avez d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. On est à l'heure.